Bonjour, bienvenue à Trop Chien, le podcast qui suit la piste de l'univers des lévriers au Québec. Chaque épisode, d'une durée d'environ 30 minutes, explore différents sujets, tout en partageant des expériences personnelles et des réflexions avec une communauté passionnée. Mon nom est Katharina, votre hôte, ainsi que gardienne de 3 lévriers italiens. Je ne suis pas une experte, mais une curieuse insatiable qui souhaite susciter la discussion et élargir les perspectives sur cette race de chiens unique. Donc, ce podcast n'est pas une référence scientifique, mais bien pour du divertissement. Les épisodes seront enregistrés sans horaire fixe, ce qui fait de chaque écoute une surprise agréable. Rejoignez-nous dans cette promenade d'apprentissage et de découverte, alors que nous explorons le monde fascinant des lévriers au Québec et des cultures qui les entourent. Ici, chaque question est la bienvenue et chaque histoire a sa place. À très bientôt sur Trop Chien, une course vers la découverte. Pour le deuxième épisode, j'ai voulu parler de savoir-vivre, donc sujet, titre très vague, dont on va parler aujourd'hui. Et aussi, on va discuter du nouveau règlement qui va être en vigueur à partir du 10 février 2024. Sujet fascinant qui donne espoir à la culture canine au Québec. Alors, bonne écoute! Ça fait longtemps avec mes amis de Trop Chien. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier les gens qui ont écouté le podcast. Ça a été écouté une centaine de fois et je ne m'attendais pas à ça. Autre chose aussi, j'aimerais me remercier les gens qui ont commenté sur la vidéo. J'ai vu, je vous lis. J'ai vu ici que il y a quelqu'un de la France qui a lu. Merci pour ton commentaire. Comme quoi que j'ai une voix apaisante, que tu as appris plein de choses. Je suis bien contente d'entendre ça. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui a 2 lévriers italiens, Marie-Claude, qui dit que sa première année lui a coûté très, très cher et qui a bien ri sur les comportements que j'ai décrits. Et une autre personne a dit que la comparaison de l'entraînement avec les lévriers et un tronc d'arbre, ça s'avère plutôt vrai. Je crois que c'est différent avec les whippets, mais c'était pas un épisode sur les whippets. Il y a une autre personne qui a dit qu'il n'y a jamais eu de problème avec son lévrier italien. Super intéressant, sauf que je doute que cette personne-là vienne du Québec. Mais elle m'a pas répondu à ma question. Ceci dit, on débute en force. Ça fait environ 4 mois que j'ai pas fait de podcast et je crois que c'est tout à fait légitime, étant donné qu'on a tous des horaires chargés et ça se veut un podcast vraiment ponctuel, donc sans horaire fixe, sans responsabilité sérieuse, c'est vraiment juste pour le plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de savoir-vivre, on va regarder plusieurs choses ensemble. On va regarder les règlements de la Ville de Montréal. Parce que, franchement, depuis la dernière fois que j'ai fait le podcast, j'ai remarqué à quel point il y avait des gens qui promenaient leurs chiens sans laisse. Et ça, je pense que c'est pas juste pour les Montréalais. Moi, je suis très montréalocentriste. Mais que voulez-vous, c'est là où je demeure. Donc, je vais pas aller j'ai déjà fait ça, là, m'amuser à lire les règlements de d'autres municipalités. Je vais me concentrer sur l'île de Montréal. Mais je vous invite quand même fortement à aller vous renseigner dans vos municipalités quels sont les règlements et les responsabilités d'un citoyen face à leur chien pour qu'ensemble on vive dans une harmonie, dans une communauté qui se respecte et qui respecte ses droits et ses limites. Donc, je pense que c'est un sujet qui me touche à cœur parce que il semble pas y avoir beaucoup de gens sensibilisés à ce cadre-là, aux restrictions qu'on a et aux responsabilités qu'on a face à l'adoption d'un chien. Alors, allons-y.
Première chose, comme je vous ai dit, moi, j'ai 3 chiens. Je vais souvent dehors. Je vais souvent dans des parcs. Et c'est étonnant à quel point j'ai vu des gens se promener avec des chiens de plus de 40 livres, pas d'harnais, pas de licou, des gens qui ont des petits chiens, des gros chiens, des moyens chiens. On est inclusif, sans laisse. Et on s'entend qu'à Montréal, malgré qu'il y a plusieurs parcs, il y a aussi plusieurs automobiles, des camions, le transport en commun. Alors, c'est des gros risques. Et par chance, pour les chiens que j'ai croisés qui étaient sans laisse, étaient bien dressés, alors ils restaient au pied de leur propriétaire, mais ça demeure une infraction au règlement de la Ville de Montréal. On ne peut pas se promener, et même au Québec, on ne peut pas se promener avec un chien sans laisse, à moins que ce soit votre propriété ou que vous ayez l'accord du propriétaire ou que ce soit une cour clôturée, puis que vous ayez le droit d'accès. Je trouve que c'est un énorme manque de savoir-vivre. Non seulement vous mettez à risque des familles, et je parle même si vos chiens sont bien dressés, vous rendez vulnérables les gens qui sont autour de vous, en plus de rendre vulnérable votre chien. On n'est jamais à l'abri d'un accident, surtout dans une municipalité, dans une ville où il y a énormément de trafic de gens, d'autobus. C'est fascinant de voir la nonchalance face à ces risques-là. Je vais regarder avec vous les règlements municipaux. Le titre, là, je suis dans le site de montréal.ca et le titre, c'est « Obligations et responsabilités des propriétaires d'animaux domestiques ». Donc, il y a plusieurs règles qui favorisent une cohabitation entre les humains et les animaux de compagnie. C'est ce que je voulais dire avec mon titre « Savoir-vivre ». Et ça va de pair aussi avec les règlements établis par la province du Québec depuis le 3 mars 2020. Ça travaille conjointement avec les règlements applicables pour la province du Québec. Voici les obligations et les responsabilités. Donc, on doit posséder un permis valide pour notre chien et le renouveler à chaque année. Ça, c'est valide pour la province du Québec. S'assurer que notre chien porte en tout temps une médaille délivrée par la ville. Encore pour les chiens, ça prend une médaille. Du moment où votre chien sort de votre maison, ça lui prend sa médaille de la ville. Il faut être en mesure de l'identifier. Et ça, c'est applicable encore, c'est un règlement provincial. Il y a des spécifications qui sont ciblées pour les Montréalais ou pour les gens qui visitent l'île de Montréal. Mais pour les 2 points dont je vous ai fait part, ça, c'est applicable pour la province. Ensuite, faire stériliser votre chien. Il n'y a pas d'élevage qui sont permis sur l'île de Montréal. De tenir notre chien avec une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m dans un endroit public. Ça, c'est environ 6 pieds. Et ça, c'est applicable encore pour la province. Un autre point qui me tient énormément à cœur, c'est de faire porter un harnais ou un licou attaché à la laisse de votre chien s'il pèse 20 kg ou plus. Je ne sais pas pourquoi ils mettent 20 kg alors que tout le monde parle en livres au Québec. Mais là, pour ceux qui ne savent pas, 20 kg, c'est à peu près 44 livres. Et là, c'est hallucinant le nombre de propriétaires que j'ai vus mettre seulement qu'un collier d'environ 1 demi-pouce. C'est rien, là. C'est comme un petit bracelet là, que tu achètes sur le bord d'une plage dans n'importe quel pays, là, où c'est ridicule. Ton chien pèse plus de 44 livres, tu lui mets un harnais. C'est pas une question d'argent, là. On sait déjà dans quoi qu'on s'embarque quand on adopte un chien. Il faut dépenser. Tu peux l'acheter même usagé. Tu vas te sauver les taxes. Donc là, je ne comprends pas pourquoi je vois des Malinois avec un petit collier. Mais là, on est un podcast de lévrier, là. Donc, j'ai déjà vu un énorme Saluki ou un Sloogie. Je sais pas, là, c'était quoi la race.
accroché sur un poteau de la ville avec un petit collier. C'est complètement ridicule, c'est dangereux. En plus, le lévrier que j'avais vu, qui se promenait avec seulement un collier, s'était déjà fait frapper par une voiture à Montréal. Je trouve que c'est presque volontaire d'être aussi négligent, surtout après avoir payé autant de frais vétérinaires pour soigner ton chien. Tu continues à répéter des habitudes pouvant être dangereuses pour ton chien et pour la société. Alors, c'est ça. Si vous voyez des gens, et ça, c'est applicable pour la province, si vous voyez des chiens qui ont l'air environ plus de 44 livres, puis qui n'ont pas de harnais, bien, ces gens-là sont en train d'enfreindre des règlements provinciaux. Un règlement provincial instauré dans la province de Québec. Ensuite, là, ça, c'est un point qui me rend perplexe. Ça dit de ne pas utiliser un collier susceptible de causer de la douleur à votre animal. Exemple, aucun collier étrangleur, aucun collier à pointe, collier électrique non plus, et finalement le collier martingale. Et ça, c'est quelque chose que j'ai cherché aussi pour la province de Québec et ce n'est pas applicable. J'ai pas vu une interdiction de collier martingale. C'est vraiment précis sur l'île de Montréal. Et tous mes chiens se sont déjà promenés avec un collier martingale étant donné que j'ai des lévriers. Un lévrier, tu peux pas le promener seulement avec un collier. Contrairement à ce qu'on voit souvent dans la rue sur des chiens de moins de 44 livres. Si je leur mets juste un collier, c'est sûr qu'ils peuvent glisser et se sortir de leur collier facilement. Ne serait-ce qu'avoir un petit pas de recul, et là, ils sortent de leur collier. Donc, c'est pour ça que je trouve ça curieux que le collier martingale soit là, étant donné qu'il y a quand même des lévriers à Montréal. Moi, je me suis jamais fait chicaner par un inspecteur. En fait, j'en ai vu une fois de toutes les années que j'ai vécu à Montréal, j'ai vu une fois des inspecteurs arrêter, pas arrêter, mais donner une amende à des gens au parc près de chez moi. À suivre. Peut-être qu'il y a une précision pour les lévriers, mais les règlements sont pas si bien tenus. Ils sont là, mais en même temps, les recours et la façon de faire des plaintes est particulière, peu efficace aussi. Donc, on en discutera après que j'ai lu ces points-là. Alors, on poursuit. Ça dit aussi de ne pas attacher votre animal à un arbre ou à du mobilier urbain. Ça, j'en vois à tous les jours. Des chiens qui attendent leur propriétaire à l'extérieur d'un magasin, qui sont attachés après un arbre. J'ai déjà vu un chien saucisse à côté de chez moi. Il faisait, je pense, moins 10 peut-être. Je sais pas. Il faisait froid, c'était le soir. Et le chien était attaché après une corde de construction en face d'un restaurant. Et là, moi, je me questionnais, OK, ben là, ce chien-là, je le ramène-tu chez moi? C'est-tu comme une façon pour quelqu'un de l'abandonner? Je suis rentrée dans le restaurant et j'ai su que les propriétaires étaient en train de manger. Toi, tu vas laisser ton chien pendant 1h30 dehors, dans la neige, pendant que tu manges. Là, c'est soit que la MAPAQ, vous révisez vos règlements pour intégrer les chiens dans les restaurants et les cafés, ou ben, les propriétaires, trouvez-vous des gardiens ou des gardiennes. Parce que c'est un non-sens. Faire son épicerie avec son chien et le laisser dehors, t'as pas le droit de faire ça. Tu es la seule personne qui connaît ton propre chien. Et je trouve ça insensé, égoïste. Bref, attachez pas votre animal à un arbre. Je poursuis. Maîtrisez votre chien en tout temps, ça va de soi. J'espère que tu maîtrises ton chien en tout temps, là. Je veux dire... En tout cas, drôle de point. Ne pas faire boire votre animal à la fontaine d'un parc ou d'une place publique. Ne pas amener votre chien dans un terrain de jeu. Bon, ça précise pas quel terrain de jeu.
Ramassez les excréments de votre animal et les jetez dans une poubelle. Allô, si ton chien fait un énorme tas dans le coin de la rue puis tu le ramasses pas, ben je vais te le picher d'en face, c'est aussi simple que ça. Non, c'est pas vrai, mais ça... C'est dégueulasse, là. Ramassez-vous. Ça dit aussi, ça je le savais pas, ne pas nourrir votre animal à l'extérieur, car cela risque d'attirer des animaux sauvages. Ça fait totalement du sens. Si tu donnes le déjeuner à ton chien dans ta cour, sur ta terrasse, t'as pas le droit, parce que ça peut attirer des écureuils, des mouettes. Regarde, c'est honnêtement le moindre de mes soucis, mais c'est là pareil. Dernier point, c'est veiller à ce que votre animal de compagnie ne nuise pas à la paix d'autrui et à la sécurité publique. Là, ça, c'est quand même drôle, ce point-là, parce que ça fait 1 an et demi qu'on a Tony, notre chien rescapé d'une famille du Québec. Et clairement, il a nui à la paix d'autrui. On n'a jamais reçu de plainte, mais après 1 an et demi, je pense que sa réactivité est réglée à environ 75% et je suis très sévère. Mais c'est ça. Clairement, il a nuit à ma paix et à la paix d'autrui. Mais là, c'est super. On peut enfin se promener dehors sans problème. Donc, pas mal fière de notre petit Tony. Mais ça reste un point à travailler. Donc, si vous avez des chiens réactifs, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va faire une plainte contre vous. Si vous expliquez que vous travaillez avec. Moi, le nombre de fois que je me suis fait regarder croche, mais j'ai jamais eu de plainte. Ensuite, ça dit de faire vacciner votre animal de compagnie, mais ça, c'est toutes des preuves qu'on doit soumettre lorsqu'on renouvelle notre permis municipal pour avoir un chien. Alors, ça, les sources, je vais les mettre en lien sur YouTube, mais je suis sur montréal.ca sous la page « Obligations et responsabilités des propriétaires d'animaux domestiques ». Toutefois, lorsqu'on s'y attarde, parce que, oui, ça m'est arrivé souvent de vouloir signaler des gens ou leur énorme chien, littéralement des poneys, se promenaient seulement avec un collier ou des chiens pas de laisse. Je trouve ça aberrant, exaspérant. Et nos recours sont dérisoires. Nos recours face à ce genre d'irresponsabilité-là, c'est d'appeler le 311. Mais pour faire une plainte valide à la ville et traitable, il faut avoir le nom, l'adresse, le numéro de téléphone du propriétaire avec les heures à laquelle les événements se sont produits. Pouvez-vous me donner le nom d'une personne qui donnerait son adresse lorsqu'il enfreint des règlements de la ville? Pensez-vous vraiment qu'on va aller suivre les propriétaires jusqu'à chez eux pour signaler ce genre de négligence-là? Non. Alors, ces règlements-là sont presque inutiles, à moins qu'il y ait des problèmes d'aboiement ou de cruauté envers les animaux. Ça, oui, je pense que les méthodes sont un peu plus proactives. Mais pour tout ce qui est infraction de la loi, soit de promener son chien sans laisse ou sans harnais, ou avoir des longes pour promener son chien à Montréal. Les trottoirs, avez-vous vu les trottoirs à Montréal? Il n'y a pas de place pour se promener à un humain. Fait qu'imaginez, c'est ça. Je pense que la ville de Montréal a d'autres choses à faire, mais ça serait une belle révision à apporter sur les obligations et les responsabilités et comment faire respecter ces règlements-là par les citoyens. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai vu une fois dans ma vie des inspecteurs de la ville et c'est tout. Si vous connaissez des façons plus efficaces, écrivez-le en commentaire sur YouTube, je serais vraiment intéressée. Donc, je vous invite à aller voir les règlements de vos municipalités et de vos responsabilités et recours pour faire respecter ça, pour un savoir-vivre en société, tout simplement. Ça nous prend un cadre
Voilà, c'est dit. Là, on va s'attarder aux règlements provinciaux que nous avons avec, en regardant sur le site de québec.ca, sous la page « Adoption responsable d'un animal ». Et j'ai retrouvé des ressources précieuses sur leur site web et c'est rafraîchissant de voir à quel point il y a eu du changement positif de l'information accessible à la société québécoise. Si on va sur la page « Adoption responsable d'un animal », on voit les titres, c'est « S'engager à long terme ». Donc, il y a une sensibilisation qui nous indique l'espérance de vie moyenne d'un chien de 12 ans et de chat de 15 ans. Ça parle aussi qu'il y a plusieurs abandons d'animaux de compagnie à chaque année. Donc, avant d'adopter un animal ou d'en offrir en cadeau, il vaut mieux s'assurer que c'est compatible avec notre mode de vie. C'est merveilleux de voir ça. Ça parle même de comment subvenir aux besoins d'un animal. Sous ce titre-là, il y a une fiche d'évaluation des coûts d'entretien annuel d'un animal. Donc, ça compare petit chien à gros chien. Et c'est fait par l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux. Donc, ça énumère tout, là. Je trouve ça fabuleux. Je pense qu'ils font pas assez de promotion des nouvelles ressources qui sont à notre disposition. Parce qu'il y a environ 1 ou 2 ans, les informations étaient extrêmement vagues, peu travaillées pour représenter le droit des animaux. Et là, je vois qu'il y a du nouveau et ça donne espoir. Franchement, c'est positif. Quand on clique sur la fiche d'information sur l'évaluation des coûts d'entretien d'un chien, de petites races, ça peut aller jusqu'à 1 503 $ et ça énumère consultation médicale, examen de santé, vaccins, dépistage préventif annuel, etc. Puis pour un gros chien, ça peut aller jusqu'à 2 307 $ et ça n'inclut pas les examens, les soins dentaires, les radiographies, programme d'assurance, les examens de laboratoire. Alors, on a une fiche complète qui peut décourager certaines personnes, sachant que ça peut coûter ce montant-là par année. Alors, on retourne sur notre fabuleux site web de québec.ca, toujours sous la page « Adoption responsable d'un animal ». Il y a une section sur cette page-là qui parle d'avoir du temps pour s'en occuper. Il faut du temps pour assurer le bien-être et la sécurité d'un animal. Vous devez le socialiser, jouer avec lui et lui prodiguer des soins réguliers comme le toilettage et la coupe de griffes. Il y a aussi des rendez-vous à prévoir chez le médecin vétérinaire. Stimulation et exercice. Tous les animaux de compagnie ont besoin de faire de l'exercice. Il faut promener son chien en laisse ou l'amener au parc à chiens régulièrement et le faire jouer. Bon, parc à chiens régulièrement, je suis pas sûre. Mais ça, c'est mon avis. Ensuite, il parle de plusieurs jouets qui favorisent l'interaction, des bols ralentisseurs, prévenir l'ennui et l'embonpoint chez l'animal. C'est franchement une source d'information importante et bienveillante. Et c'est ce que j'aime de la nouveauté là, qui est arrivée sur ce volet-là. Et ça parle aussi de choisir l'adoption dans un refuge versus chez un éleveur. Il nous parle de comment valider un élevage certifié. Par exemple, il y a un lien sur Anima Québec. Alors, la fiche d'Anima Québec, ça nous parle des élevages canins, des pensions qui sont enregistrées, les codes d'éthique. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un élevage est éthique ou pas? Franchement, là, le travail qui a été mis là-dessus est admirable. Aussi, il y a un encadré informatif qui parle de vigilance dans le choix de l'éleveur. Ça dit de visiter les lieux, donc d'aller voir ou aller chercher notre chiot directement chez l'éleveur, de se méfier
Si vous êtes impossible de faire une visite des lieux ou si un rendez-vous est fixé ailleurs, comme dans un stationnement d'un centre commercial. Ça parle aussi de l'état des lieux. Donc, de ne pas acheter un animal à un endroit qu'on a visité et dont l'environnement est inapproprié. Ça parle de faire une plainte si les lieux sont insalubres ou dangereux pour le bien-être et la sécurité des animaux. Acheter un animal dans ces conditions contribue à financer et à perpétuer des pratiques non respectueuses du bien-être animal. Ça parle aussi du comportement animal, les conditions dans lesquelles sont gardés les bébés et la socialisation reçue dans les toutes premières semaines de vie sont marquantes. Elles influenceront le comportement de l'animal à l'âge adulte. Je pense que le gouvernement du Québec est à bout de la surpopulation des animaux et aussi de l'irresponsabilité. Donc là, ils sont comme en train de sauver les meubles alors que des normes, des permis auraient dû être instaurés et beaucoup plus pratiqués, plus stricts pendant la COVID. Mais je pense que ça leur a servi d'un apprentissage. Si on veut remplir un formulaire en ligne pour veiller à la sécurité et au bien-être des animaux, parce que même si un élevage est propre à l'intérieur, fiez-vous au code d'éthique. On peut le regarder pour un prochain épisode, là, c'est quand même long, mais moi, ça me ferait plaisir d'en parler en détail. Mais il y a un volet sur le site de québec.ca. Si vous tapez « Veiller à la sécurité et au bien-être des animaux », donc, ça nous sollicite à réagir si on constate qu'un animal se trouve dans une situation inacceptable, si on est témoin de soins inadéquats donnés à un animal qui nécessite une intervention. Il y a 2 façons d'intervenir. On peut remplir un formulaire en ligne. On peut aussi téléphoner sans frais et c'est totalement confidentiel. Pour les animaux de compagnie ou d'élevage, on appelle au 1-844-264-6289. Encore une fois, je vais mettre tous les liens sur la description de mon YouTube. Ensuite, pour sauver des animaux en captivité aussi, c'est là, ça dit pourquoi on devrait faire une plainte ou un signalement. Pour qu'une plainte ou un signalement soit recevable, vous devez avoir constaté vous-même la situation et vous devez indiquer précisément le lieu de l'incident. Donnez le plus de détails possible. Si la situation est dénoncée, contrevient aux lois ou règlements applicables, votre initiative pourrait conduire à une inspection. Les contrevenants s'exposent aux amendes prévues par la loi et, dans un certain cas, à la saisie des animaux. Bon, évidemment, après ça, il y a un lien pour les signalements obligatoires pour les médecins vétérinaires et les agronomes. La dernière mise à jour date du 23 novembre 2023 et aujourd'hui, on est le 25. Donc, ça ne fait pas longtemps et je pense que c'est en prévision des nouvelles lois qui rentreront en vigueur dès le 10 février 2024. Super intéressant comme sujet. J'avais eu des frissons, honnêtement, quand je lisais ça, parce que c'est un grand changement dans la culture et aussi dans la conscience sociale du bien-être animal. Je pense que de plus en plus, le gouvernement va tenter de ralentir les élevages non éthiques, c'est-à-dire des élevages qui ne font pas de tests de santé, des élevages qui ne déclarent pas leurs entreprises. Donc, on ne peut pas monitorer leurs activités. Ils vont éviter la consanguinité, c'est-à-dire de faire accoupler le parent avec l'enfant ou de faire accoupler des frères et sœurs. C'est indiqué parce que c'est pas rare dans des élevages de fond de cour, des chiens qu'on peut retrouver sur Kijiji ou sur les packs et qui sont quand même vendus à des prix exorbitants, tels que 2500, 2300. Des fois, ils vont vous dire qu'ils vont même vous faire un rabais à 1500 $. Évitez à tout prix ce genre de site web-là. Moi, je suggère d'aller sur Facebook. Facebook, c'est une référence quand même parce qu'il y a une belle communauté de gens qui mettent à jour de l'information sur différents élevages. Avant d'acheter un chien, c'est super important d'être informé parce que ça peut vous sauver de l'argent. Ça peut vous sauver aussi plusieurs imprévus, que ce soit financier ou émotionnel.
Je pense qu'au final, on veut profiter de la vie avec nos animaux et on ne veut pas toujours se soucier de leur état de santé. Là, on va attaquer le sujet de la nouvelle réglementation en vigueur dès le 10 février 2024. Je vous le lis mot pour mot. Tous les propriétaires et gardiens d'animaux sont concernés, tels que ceux qui exercent des activités commerciales de reproduction, les animaleries et les refuges. De nouvelles normes relatives à la garde et aux soins des animaux domestiques de compagnie et des équidés s'appliqueront dès février prochain dans le but d'assurer le bien-être et la sécurité des animaux. On est 20 ans en retard de certains pays plus développés, plus avancés au niveau du bien-être animal, mais il y a quand même de quoi être fier. Alors, je poursuis ma lecture. Pour un résumé des nouvelles exigences, consultez le document « Soyez prêts pour l'entrée en vigueur du règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés ». Et là, ça dit qu'il y a un guide aussi d'application du règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés. J'ai jamais autant dit le mot équidé de ma vie. Alors, si je regarde une des deux brochures, je vais lire la section, parce que c'est à titre informatif, c'est vraiment un survol, en fait, des règlements. Et je vais lire la section qui s'applique aux chiens. Donc, il débute ici, c'est à la page 3 pour ceux qui veulent le suivre. Ça dit « Pour répondre aux besoins des chiens, certains éléments devront obligatoirement leur être fournis. Par exemple, ils devront avoir des contacts quotidiens, directs, actifs et positifs avec l'humain. Durée variable selon l'âge, se référer au règlement pour voir plus de détails. De plus, lorsqu'ils sont gardés dans un espace qui restreint leur mouvement, exemple, gardés en cage, en enclos ou attachés, des exigences s'appliqueront. Par exemple, ils devront bénéficier d'une période d'exercice adaptée à leurs besoins hors de leur cage pour une durée minimale d'1 heure par jour. Là, c'est sûr que c'est beau sur papier, mais ce que je ne sais pas encore et que je vais peut-être pouvoir regarder sur un prochain épisode, c'est de quelle façon la province du Québec va nous encadrer pour appliquer ces règlements-là, qui sont légitimes, bienveillants et recherchés. Recherchés par la science, ça, j'en suis certaine. Je poursuis. Certaines exigences relatives à la reproduction s'appliqueront à tous les chats et les chiens. Et en caractère gras, on voit ici l'accouplement, et c'est le premier point. L'accouplement entre un parent et son petit ou entre frères et sœurs sera interdit. Alors ça, encore là, je ne sais pas comment ils vont faire pour évaluer ce... Est-ce que ça va être la responsabilité d'un vétérinaire d'évaluer, faire des tests d'ADN et d'évaluer le niveau de consanguinité? Je ne sais pas. Ensuite, deuxième point, l'accouplement entre deux animaux incompatibles sera interdit, ça va de soi. Troisième point, très intéressant, pour les chiennes, l'âge minimal au premier accouplement sera de 18 mois ou après qu'elles auront eu 2 premières chaleurs. Le nombre maximal de portées sera de 3 tous les 2 ans. Cependant, la chienne ne pourra avoir plus de 2 portées consécutives. Je suis perplexe parce que c'est des beaux règlements. Je ne vois pas comment ils peuvent les appliquer. Là, c'est sûr que j'ai fait un survol. J'ai pas regardé... si je regarde le document des règlements, là, ça fait 82 pages. Alors moi, c'est sûr que je vais aller tout lire ça. Et c'est sûr que je vous fais une rétroaction pour le prochain épisode, en espérant que ce ne soit pas dans 4 mois. J'ai quand même fait un retour aux études et je travaille, donc pour moi, c'est vraiment pour le plaisir que je fais ça. Étant donné que les élevages de fond de cours, je suis plus capable d'en entendre parler. J'entends encore des histoires d'horreur, des éleveurs qui laissent aller leurs chiens, puis
quelques jours après, les chiens se cassent une patte. Après ça, quelques semaines après, cet élevage-là a encore des chiens. Il les vend des milliers de dollars. C'est dégueulasse de faire de l'argent dans le dos des animaux qui n'ont jamais demandé ça, sans faire des tests de santé, sans s'assurer qu'ils vont dans des bonnes familles, qu'ils sont éduqués, qu'ils sont informés par rapport à la race. Là, je parle des lévriers. Là. J'imagine que c'est répandu s'il y a autant de recherches et d'argent qui a été mis pour les nouveaux règlements qui vont entrer en vigueur en février 2024. Mais ça augure bien. Je pense que c'est un début. Encore là, je dois faire plus de recherches. C'est 82 pages, mais c'est super bien écrit. C'est bien... C'est une lecture légère. C'est pas difficile à lire. Alors, je vous invite à aller consulter ça. Je pense que le plus on est de gens conscientisés et éduqués, surtout si ça nous intéresse le domaine canin et de protéger nos chers lévriers du Québec. Au final, en majorité, on désire le bien-être animal. Donc, je pense que ça serait une belle lecture à ajouter, tu sais, quand vous avez des vacances ou quand vous avez du temps libre. Tu sais, j'avoue, des fois, ça peut être forçant, mais bon. Sinon, ben attendez que je fasse un nouvel épisode, puis ça va me faire plaisir de vous informer là-dessus pendant que vous faites votre vaisselle ou que vous conduisez. Alors voilà, je pense que ça conclut pas mal les deux sujets dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et j'avais une question pour vous, une question à titre personnel. Là, vous savez, j'ai 3 lévriers italiens et les lévriers ne sont pas reconnus. En tout cas, les lévriers, on parle pas des lévriers russes, là. Moi, mes lévriers, c'est pas des chiens nordiques. C'est pas des chiens qui aiment l'hiver. Et là, je généralise parce que c'est ça le but du podcast. Je ne suis pas une spécialiste. Tu sais, je dirais que je suis quand même... Je connais bien la race de lévrier italien, mais je ne suis pas une spécialiste des chiens. J'ai pas un bac en biologie des mammifères ou je sais pas quoi. C'est ça. Cela dit, moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez des suggestions pour moi pour des activités à faire en dehors de chez moi? Parce que là, la MAPAC a instauré des règlements pour ne pas avoir de chiens dans des cafés ou des restaurants. Et je trouve que ça me limite énormément, sachant que mes chiens ne sont pas fans de la neige et n'ont pas la morphologie ou le poil non plus pour apprécier les températures extrêmes. Donc, si vous avez des idées, ça peut être payant comme ça peut être gratuit, d'activités à faire avec nos chers lévriers qui peuvent facilement inclure de la famille ou des amis sans que je doive me taper 2 heures de ménage chez nous pour inviter du monde tout le temps chez nous. Mais faites-moi en part, puis je pense que ça serait beau qu'on partage différentes idées là-dessus. Je sais qu'il existe des blogs, des sites web, des applications, mais pour l'instant, j'ai pas été impressionnée. Je sais qu'il y a le Café Arthur, mais c'est quand même 40 minutes de voiture pour peut-être passer 1 heure de temps dans un café. C'est sûr que je vais l'essayer à un moment donné, mais là, je me vois pas vraiment aller... c'est ça. Ça a l'air super le fun, par exemple. Sauf que je voulais savoir s'il y avait d'autres options aussi. Peut-être des espaces intérieurs, je sais pas. C'est quelque chose... Puis je suis certaine que ça aiderait d'autres gens aussi qui écoutent le podcast. Alors, en vous remerciant, et à la prochaine, mes chers amis de Trop Chien, j'ai vu aussi qu'il y avait une entreprise d'éducation canine qui s'appelait Trop Chien. Ça vient du Québec aussi. Donc là, je suis en train de songer à peut-être changer le nom de ce podcast-là. Alors, à suivre. Dites-moi si vous voulez que ça demeure Trop Chien. Parce que là, dans mes vidéos, j'ai vu des suggestions pour cette entreprise-là, alors que moi, je ne promouvois aucune entreprise. Là, je fais juste ça pour le plaisir. Alors, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très bel hiver et à très bientôt sur Trop Chien. Au revoir!